Allez, bonjour à tous. Donc, un gros cours sur la statique graphique. Ça risque d'être assez long. Statique graphique. Statique, ça veut dire que ça ne bouge pas. Graphique, c'est qu'on va trouver par solution graphique. On va faire des vecteurs. On va aller voir un petit peu ce qui se passe chez les vecteurs. Donc, on va étudier les efforts sur les pièces. Donc, on va parler d'action mécanique sur un solide. On désigne par action mécanique toute cause physique capable de modifier le mouvement d'un corps, d'interdire son déplacement ou de déformer un corps. Donc j'ai fait une petite vidéo là, on va regarder ça. Donc modifier le mouvement d'un corps, là je suis en train de faire une expérience avec une petite balle. Le mouvement elle voulait tomber, j'exerce une action mécanique dessus et donc ma petite balle est là, elle a un mouvement, elle veut tomber. Et donc, en exerçant dessus une action mécanique, je modifie son mouvement. Voilà. Expérience. Interdire son déplacement. Donc, deuxième exemple, sur un corps, on peut interdire le déplacement. Donc là, c'est un corps humain, mais ça peut être une pièce, ça peut être n'importe quoi quand on parle de corps. Là, le corps, il veut descendre, il est attiré par la terre. Et il va y avoir une action ici de la table sur le corps pour l'empêcher de bouger, alors que lui, il a envie de bouger. Ça interdit son déplacement. Ou de déformer un corps, donc vous prenez une barre d'acier ici, et en exerçant une action mécanique des deux côtés de la barre d'acier, vous pouvez la tordre, comme sur cette petite vidéo. Voilà pour les définitions d'action mécanique. Donc, on va avoir différentes actions mécaniques. Action mécanique de contact, il y a action au niveau du contact. Donc, le ballon ici qui avait une certaine trajectoire. Le joueur ici, une petite tête, va exercer une action mécanique sur le ballon. Donc, le point de contact, là, on l'a appelé A. Donc, si on parle de l'action sur le ballon, on va parler de l'action du joueur sur le ballon. Et si on met des numéros au joueur et au ballon, on parlera de l'action de A de 2 sur 1. La tête, le joueur 2 sur le ballon 1. Et il y avait l'action aussi terrestre ici, la pesanteur, qui l'a tiré le ballon vers le bas. On peut avoir aussi des actions mécaniques à distance, sans contact entre les deux pièces. Action magnétique, donc un petit gadget ici. Notre petite planète ici qui flotte dans l'air. C'est juste parce qu'il y a un aimant ici qui la tire. Et en bas aussi. Ou qui repousse des deux côtés plutôt, a priori. Il y en a une, la pesanteur. On est tous attirés vers le centre de la Terre. On subit tous cette action mécanique à distance. Parce que l'action de contact ici, attention, c'est pas la pesanteur ici, c'est bien l'action du sol sur 1. En fait, le sol il appuie vers le haut, lui. Il y a une petite formule là, en passant P égale mg. Ça, c'est une formule. Bon, on doit l'avoir écrite dans un petit coin, mais celle-là doit sortir automatiquement. P égale, ça doit sortir mg. Le poids en newton, la masse en kilos, et g c'est l'accélération de la pesanteur en mètres par seconde carré. Donc c'est 9,81 à Paris, on prend tout le temps 10 en mécanique. P égale mg. Donc le poids va être modifié suivant la planète où on est. La masse ne bougera pas elle. Que je sois ici ou sur la Lune, je fais toujours autant de kilos. Et c'est l'accélération justement de la pesanteur suivant les planètes qui n'est pas la même. Donc le poids aussi. Ah, quelle est la différence entre la pesanteur et la pesanteur? Ça c'est une question que j'aime bien poser en cours. Alors, la pesanteur. Lorsqu'on est en apesanteur, ici, il n'y a pas de pesanteur, donc dans l'espace, on n'est pas attiré par la planète. Alors que là, plus loin pesanteur, la planète nous attire, il est en train de tomber. Il faudra qu'il pense à ouvrir son petit parachute avant d'arriver en bas. Une petite application, sachant que le véhicule-ci comptera pour masse 1945 kg, c'est pas de la petite voiture, déterminer son poids. Allez, P égale mg. La masse 1945, on prend toujours 10 et on obtient le poids en newton, 19 450 newtons. Allez, les actions mécaniques de contact, on va en parler.
Action concentrée. Chaque fois que l'effort de contact est concentré en un point ou sur une toute petite surface, l'action peut être schématisée par une force. Donc une bille sur un plan. Bille 1 sur le plan 0. On va donner un nom déjà au point de contact, on va l'appeler A. Et la force, on va lui donner le même nom que le point de contact. On va l'appeler A de 0 sur 1. Attention, si on regarde l'action sur 1, c'est bien le sol 0 qui agit sur 1. Mais on a le principe des actions mutuelles. Si le sol appuie sur 1 va appuyer aussi sur le sol. C'est pour ça que c'est en équilibre. Parce que nous, on va étudier que des solides en équilibre, ça veut dire qu'ils ne bougent pas. S'il n'y avait pas d'action 1 sur 0 et qu'il n'y avait qu'une action A de 0 sur 1, ben ma bille, elle s'envolerait. Donc la force en Newton, toujours. L'action de contact exercée par le plan 0 sur la bille 1 est concentrée au point A. Cette action est schématisée par un vecteur force A de 0 sur 1. Ça y est, on parle de vecteur. Ce vecteur est normal, ça veut dire perpendiculaire, en A à la surface de contact. Donc dès qu'on a un contact ponctuel, bah, la force elle est perpendiculaire au plan. Donc il suffit de tracer la perpendiculaire au plan ici, la force sera verticale. Alors pour symboliser ça, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui. Donc je pousse le mur apparemment. Alors quand je pousse le mur, et je ne bouge pas, alors que a priori je devrais tomber là. Donc on va mettre des numéros aux éléments qu'on a sur notre image, 0 et 1. Donc déjà je pousse le mur, donc je vais avoir une action de moi sur le mur de 0 sur 1. Alors, on va l'appeler F, on les appelle souvent F les forces, hein. Vecteur force. J'exerce une action sur le mur. F de 0 c'est moi, et le mur c'est 1. S'il n'y avait que cette force là et pas d'autre force dans l'autre sens, je m'enfoncerai dans le mur, ou je pousserai le mur. Donc, principe des actions mutuelles, s'il y a une action F de 0 sur 1 et que c'est en équilibre, ça veut dire que le mur il bouge pas, a priori il n'a pas bougé. Il y a aussi une action F de 1 sur 0, ça va être la même force dans l'autre sens. Même intensité, ça veut dire même force, même longueur de vecteur. Autant de newtons dans un sens que dans l'autre. C'est pour ça que c'est en équilibre. Si F de 0 sur 1 était plus fort que F de 1 sur 0, ben le mur reculerait. Et c'est ce qu'on appelle pousser les murs. Voilà pour le principe des actions mutuelles. Alors, action répartie sur une ligne. Alors, l'effort de contact est réparti suivant une ligne. Cette action peut être schématisée par une charge linéique qu'on appelle Q. Et là, on va parler de newton par mètre. Donc, un cylindre sur un plan. Vue de face, vue de côté. L'action de contact est sur une ligne. Donc, en fait, on va avoir plein de petites forces ici. Mais pour nos calculs de mécanique, des petites forces comme ça, ça va pas être pratique. On va remplacer toute cette petite force par une seule force. En mécanique, il vaut mieux avoir une seule force là, schématiser les pièces avec les efforts dessus avec une seule force, c'est plus simple qu'avec une charge linéique. Alors, dans le cas d'une pression uniforme et dans le but de simplifier la schématisation, il est possible de remplacer la charge linéique par sa résultante R telle que, R, tiens, ça devrait être R ici puisque je l'ai appelé ici R dans le texte, telle que R, la résultante R égale Q fois la longueur. Donc R c'est la force en newton, là j'ai mis F sur mon petit dessin, en fait dans ma formule c'est R, attention aux lettres, ça peut changer. La force en newton, cette force là, ben, c'est égal à la charge linéique ici, c'est égal à Q en newton par mètre, multiplié par la longueur en mètres, tout simplement. Donc on va remplacer tous ces petits efforts là par une seule force. Dans le cas d'une pression uniforme, des fois c'est pas forcément uniforme, suivant le poids sur la pièce 1, comment il est réparti. Action répartie sur une surface. Lorsque l'action de contact est répartie sur une surface, celle-ci est schématisée par une pression de contact. Donc on va parler de pression maintenant, en newton par mètre carré. La pression, je l'ai déjà abordée dans une vidéo, donc à vous d'aller voir la vidéo de cours sur les vérins. Il y a 2 vidéos de cours sur les vérins. Et là, j'explique bien ce que c'est qu'une pression avec les unités. Allez, poussée du vérin ici, on reconnaît bien le vérin. Si le était en couleur, ça serait mieux, voilà. Donc, admission d'huile ici. La pression ici monte, ça pousse le piston qui sort et qui va pouvoir exercer une force
sur une pièce qui est fixée dessus. Échappement ici, il vaut mieux laisser à l'échappement de l'autre côté. Si je mets de la pression par là et que c'est fermé de ce côté-là, je vais avoir de la pression de l'autre côté aussi, hein, ça va bloquer. Alors, on a une pression en bar là, l'exemple qui est donné, on parle de bar, les décanewtons par centimètre carré. C'est pas pratique pour les calculs en mécanique, on va vouloir remplacer toutes ces petites forces-là par une seule grande force. Donc je vais l'appeler F, tout à l'heure on pourrait l'appeler encore R, hein, la résultante. F égale P, la pression, en newton par mètre carré. Ça, c'est l'unité officielle. Usuellement, on va plutôt utiliser les bars ou les mégapascales. Pareil, allez voir la vidéo sur les vérins, j'en parle de tout ça. F égale P fois S. P fois S, la force en newton, la pression en newton par mètre carré, et la surface en mètre carré. Grand S. Voilà. Petite remarque, différentes unités sont utilisées pour une pression. Voilà, ça c'est la partie importante. Dans le cours que vous pouvez télécharger, hein, il y a un lien dans le descriptif de la vidéo. Mettez un coup de fluo là, si vous l'imprimez, si vous l'utilisez. Ça c'est conversion d'unité, ça pose toujours des problèmes ça. Donc l'unité officielle c'est le pascal, c'est des newtons par mètre carré. Pas souvent utilisé ça pour la mécanique. Nous on va parler en mégapascal. C'est 10 puissance 6 pascal, c'est des newtons par millimètre carré. On utilise aussi beaucoup les bars ici au niveau des pressions. Donc les bars c'est des décanewtons, un bar c'est un décanewton par centimètre carré. Donc il va falloir jouer maintenant avec les unités. Avoir ça sous la main, hein, la conversion ici. Puis au bout de quelques utilisations, on s'en rappelle de ce que c'est. Voilà pour la pression dans un vérin. Allez, des petites applications pour les exemples suivants. Déterminer la résultante force. Alors une bille de masse M égale 10 grammes. G, on va prendre 10. On cherche son poids, P égale mg. Ah, j'aime bien aussi jouer avec les unités là. Les 10 grammes, eh ben, la masse dans la formule, il nous la faut en kilos. Donc 10 grammes, c'est 0,01 kg fois 10. Donc l'action de la Terre sur la bille, l'attraction terrestre, la pesanteur, est de 0,1 newton. Voilà pour celui-là. Donc on a un petit cylindre sur un plan. Charge linéique 10 newtons par mètre. Longueur, tiens, je l'ai donné en centimètres. J'aime bien les petits pièges. Donc on va remplacer toute cette petite force par une seule ici qui sera au milieu. C'est la charge linéique en newton par mètre multipliée par la longueur. Sauf que là, elle est donnée en centimètres. Il fallait la transformer en mètres. 10 fois 0,6. On a bien 6 newtons. Donc je peux remplacer toutes ces petites forces-là par une seule au milieu qui fera 6 newtons. Allez, les vérins. Donc on a un petit vérin ici, admission d'huile de ce côté-là. On va pousser, la tige va sortir. On a une pression de 10 bars. Donc les bars, il faut savoir ce que c'est. Et on a un diamètre de piston ici. Mon piston de diamètre 80 mm. Alors la formule pour remplacer toutes les petites forces de pression ici par une seule grande force là, qui sera F. F égale P fois S. Donc la pression, ben, je vais la laisser en bar là. Je vais la laisser en décanewton par centimètre carré. Donc elle est en bar. Mais du coup la surface, il faut qu'elle soit en centimètres là, carré. Si j'ai des centimètres carrés en bas ici, il faut des centimètres carrés ici. Donc le rayon, il va me le falloir en centimètres. Diamètre 80 mm, ça fait 8 cm de diamètre, donc rayon de 4. 10 fois pi fois 4 au carré. Donc on obtient une force de 500 décanewtons. Voilà. Les centimètres carrés multipliés par des centimètres carrés, là, s'élimine. Il me reste bien des décanewtons. Donc le résultat en décanewtons. Après, on peut faire les calculs dans une autre unité, hein. Il n'y a pas de souci. C'était en sortie de tige, en rentrée de tige. Donc c'est pas le même exercice. En admission d'huile ici, ben, la pression va être sur une surface plus petite. Sortie de tige, on a toute la surface du piston. Rentrée de tige, la surface du piston, moins la surface de la tige. Au niveau de la tige ici, il n'y a pas de pression qui peut s'exercer pour faire rentrer le vérin. C'est pour ça que les vérins ont plus de force en sortie qu'en rentrée. Donc diamètre de piston 50, diamètre de 10, de tige 10 mm. Allez, c'est parti. Donc toutes ces petites forces ici
et il n'y en aura pas au milieu, au niveau de la tige, on va les remplacer par une seule grande force. C'est la même formule, F égale P fois S. Donc on a 6, la pression je la laisse en barre, 2 kN par centimètre carré. Mais la surface ici, il va falloir que je la calcule en centimètres carrés. Donc je vais faire pi grand R2. Alors grand R2 c'est le diamètre, voilà. Le diamètre du piston. Donc je calcule la surface du piston ici, moins la surface qu'occupe la tige du vérin. Moins pi petit R2. Alors, diamètre 50 mm, ah faut être en centimètres puisque je laisse la pression en décanewtons par centimètre carré. Donc la surface, il me la faut en centimètres carrés. 5 cm de diamètre, 2,5 de rayon. Voilà pour le piston. La tige, 1 cm de diamètre, pas de problème. Donc 0,5 cm de rayon. Voilà, application numérique. On obtient en rentrée de tige 113 décanewtons. Voilà pour les petits exercices. Résultante de force. Allez, on va faire des petits rappels sur les vecteurs. Addition. Les vecteurs de même nature sont additifs. Autrement dit, la somme de plusieurs vecteurs est égale à un autre vecteur. Donc on va travailler sur des vecteurs de même nature. Ça veut dire que si j'ai un vecteur force, je ne vais pas l'additionner avec un vecteur vitesse. Donc le vecteur, c'est juste des flèches. Il n'y a pas à se poser de questions. Bon, la pente, la longueur de la flèche est importante, mais je peux avoir des vecteurs force, des vecteurs vitesse, plein de choses sur les vecteurs. F1 plus F2, et ben, si je veux additionner deux vecteurs, il faut que je les dessine bout à bout. Donc je dessine F1 d'abord, et F2 au bout, et la résultante, si je veux remplacer ces deux forces par une seule, je repars du point de départ, et je vais au bout de la somme des vecteurs. F1 plus F2, je peux remplacer ces deux forces par une seule force, F. Voilà, comment on additionne deux vecteurs, et ben je les dessine bout à bout. La commutativité, l'opération d'addition entre vecteurs est commutative. Ça veut dire que V1 plus V2, c'est la même chose que V2 plus V1. Donc comme ici, là, j'ai dessiné F1 d'abord, j'aurais pu dessiner F2 en premier, et au bout de F2, dessiner F1 là. C'est la commutativité. Donc V1 plus V2, c'est égal à V2 plus V1. Et donc la somme des deux vecteurs, c'est bien égal à V. Que je fasse l'opération dans un sens ou dans l'autre. Voilà un petit rappel sur les vecteurs. Allez, une petite application là, histoire de dessiner des vecteurs. On a un bateau et des remorqueurs. Un beau bateau ici, qui est tracté par deux remorqueurs, ici, R1 et R2. Voilà, deux beaux petits remorqueurs. Manœuvre un pétrolier par l'intermédiaire des câbles AB et BC. On a le câble AB, on a le câble BC, et ça tire dessus. L'effort de traction exercé par le remorqueur R1 est de 30 000 décanewtons, et par R2, 40 000 décanewtons. Et bien, je voudrais remplacer ces deux bateaux par un seul, qui sera sûrement plus gros, qui va exercer la même traction que ces deux bateaux. Quel est l'effort de l'action combinée des deux remorqueurs sur le pétrolier? Autrement dit, quelle est la résultante des actions exercées par les deux remorqueurs? Donc si je veux remplacer les deux par un seul gros bateau, ben, il va falloir que je sache quelle est la résultante de l'action des deux bateaux sur mon remorqueur. Pour cela, on va tracer sur la figure ci-dessous la somme des vecteurs R1 et R2. Donc là, on va parler d'échelle des forces. 1 mm pour 5000 newtons. Elle est donnée. R1 fait 30 000 décanewtons. Donc il va falloir qu'on dessine déjà la force R1. Alors, pour la dessiner, on va diviser sa valeur. Donc elle est en décanewtons ici, mais mon échelle est en newtons. 30 000 décanewtons, c'est 300 000 newtons. Donc on divise la valeur de R1 par les 5000 ici. Et je vais savoir combien R1 fait de millimètres de longueur. R1, 60 mm de longueur. Donc je vais dessiner un vecteur R1 ici de 60 mm de longueur. Tout simplement. Je vais faire la même chose sur R2. R2 c'est 40 000 décanewtons. Donc en fait c'est 400 000 newtons. Je divise 400 000 par mes 5000 ici et je vais savoir combien ça fait de millimètres pour R2. Il va faire 80 mm. Et comme je veux additionner les deux vecteurs, je vais les dessiner bout à bout. J'aurais pu dessiner R2 ici, c'était pas gênant. Par contre, je vois pas l'addition des deux du coup, le résultat. Donc si je le dessine ici, faut pas l'effacer, réellement il tracte ici.
Mais moi, je veux faire la somme R1 plus R2. Donc, je vais le dessiner au bout. Et donc, la résultante force, si je remplace, si je fais l'addition des deux vecteurs, on est bien parti d'ici. Ma résultante va démarrer du point B et aller jusqu'au bout ici du vecteur R2. Voilà, je peux remplacer ces deux forces par une seule force plus importante qui sera R ici. Je mesure mon vecteur R et avec l'échelle. Donc j'ai mesuré sur ma feuille moi 123 mm. Je multiplie 123 par les 5000, je vais savoir combien ça fait de newton. Donc 61 500 décanewtons. Voilà, donc sur ce petit exo, j'aime bien le faire quand même en cours là, quand j'aborde ce sujet. Parce que le réflexe souvent, c'est de me dire que on remplace les deux remorqueurs par un autre remorqueur qui fera 70 000 décanewtons. Alors que non, ça ne sera pas 70 000. Allez, des petites applications sur l'addition des vecteurs. Donc ça, c'est pour jouer un petit peu avec les échelles et puis s'habituer à faire des parallèles. Additionner deux vecteurs, c'est les dessiner bout à bout. Ça paraît simple, mais quand on applique, il y a des surprises bien souvent. Alors si je veux additionner R1 plus R2, déjà je vais vouloir donner leur valeur. L'échelle 1 cm pour 10 newtons. Je mesure combien fait R1 2 cm. Je le multiplie par 10 et j'obtiens sa valeur. R1 fera 40 newtons parce qu'il faisait 4 cm. 4 x 10, 40 newtons. Je fais pareil pour R2, j'ai trouvé 25 newtons. Maintenant, il va falloir que je les additionne. Donc, je commence par dessiner R1. Voilà, au bout de R1, je vais dessiner R2 en faisant une belle parallèle ici. J'emmène au bout là, je remets la même longueur. Et l'addition des deux, il faut partir du point de départ. Et on va arriver au bout ici. La résultante, R est ici. Elle est dessinée, je n'ai plus qu'à la mesurer. Je la mesure ici, je multiplie par 10. Donc à mesurer 3,5 cm multiplié par 10, on obtient 35 newtons. Voilà pour le premier exercice. Pour ceux qui l'ont fait, vous pouvez vous rendre compte que c'est pas aussi facile que ça quand on démarre ce genre d'exercice. R1 plus R2 ici. Donc je vais commencer par dessiner R1 ou R2. Moi j'ai démarré par R1, mais vous pouvez commencer par dessiner R2 et au bout de R2 dessiner R1. Ça n'a aucune importance, commutativité. Donc déjà je le mesure, l'échelle 1 cm pour 5 décanewtons. Je mesure combien ça fait de cm, je multiplie par 5. J'obtenais 13,5 décanewtons. Le résultat qu'on le donne en newton décanewtons, aucune importance. R2, alors je mesure, je multiplie par 5, 9 décanewtons. Et R, pour avoir le résultat R, il va falloir que je dessine R1. Je fais une belle parallèle à R1 ici, de ce côté-là. À l'extrémité, je vais dessiner R2 si je veux les additionner. Et donc la résultante va partir du début de mon addition de vecteurs et va arriver au bout. On va avoir R. Donc je mesure mon vecteur R, je multiplie par 5 et j'obtiens normalement 21,5 décanewtons. Allez, ça devient facile là. R1 plus R2. Allez, je mesure R1. 1 mm pour 10 newtons, on trouve 260 newtons, on va mesurer 26 mm ici, voilà, 26 mm multiplié par 10, ça fait bien 260 newtons. Je fais la même chose sur R2, je mesure, je multiplie par 10 et j'obtiens sa valeur, son intensité en newtons. R, alors R1, il faut dessiner R1 déjà, une belle parallèle, même longueur. R2, je vais le dessiner au bout, donc il faut redémarrer ici. Toc. Mais j'aurais pu commencer par dessiner R2, et au bout de R2, dessiner R1. Il n'y a pas de souci. Et la résultante, il faut repartir du point de départ, et on arrive au bout de la somme ici. R. Donc je mesure ça, multiplié par 10, 100 newtons. Voilà, un petit dernier. R1 plus R2. Alors si je mesure 1 mm pour 5 décanewtons, je mesure en millimètres ici, et je multiplie par 5, j'obtiens le nombre de décanewtons. R2, 145, tiens, ils sont égaux en intensité. On va les dessiner. Je dessine R1 ici. Au bout de R1, je dessine R2. Hop. Et ils ont même intensité, donc même longueur, mais en plus ils sont parallèles. Ils se sont superposés tous les deux.
La résultante, donc R1 démarré d'ici, on est arrivé là, R2, hop, on est redescendu là, on est revenu au point de départ. La résultante, en fait, il n'y en a pas. Si je regarde la somme des vecteurs, R1 plus R2, les deux forces s'éliminent. En fait, l'addition des deux serait 0 décanewton. Voilà, et c'est le cas qui va nous intéresser pour la suite. Ça veut dire que les deux actions vont s'éliminer. Si je mets ces deux forces-là sur un solide, il ne bougera pas. On sera en équilibre, sans mouvement. Allez, on va parler d'isolement d'un solide. Universellement utilisée, la notion d'isolement d'un solide est fondamentale dans l'analyse et la résolution des problèmes de mécanique. C'est la première étape à toute résolution en statique ou en dynamique. Donc statique, c'est l'étude des forces quand ça ne bouge pas. Dynamique, c'est l'étude des forces en mouvement, un petit peu plus dur. Donc là, j'ai une belle image d'un rocher, c'est tout à fait naturel. En équilibre, attention quand même de ne pas traîner à côté, ça fait un petit peu lourd ça. Donc système soumis à deux forces extérieures, on va étudier ici une échelle de pompier. Donc elle est en liaison pivot ici, l'échelle de pompier sur le bâti, ça c'est mon camion. Et j'ai un vérin ici, 4 plus 5, qui me monte ou descend mon échelle. On fait de la statique, ça ne bougera pas. Et on étudie la figure dans cette position. SMI, système matériel isolé. On va faire une étude sur le vérin. On va isoler le vérin, ça veut dire qu'on va regarder les efforts sur le vérin. Donc à chaque fois la pièce est dessinée toute seule aussi. On a les points ici, c'est les centres des pivots, le point B et le point C. Alors, on va faire le bilan des actions extérieures à ce vérin. Si j'étudie le vérin, je regarde les actions sur le vérin. Donc il y en a une qui est donnée là dans mon cours. On va avoir une action B de 3 sur 4. Si j'ai isolé 4 plus 5 ici, ça sera forcément, quand on fait le bilan, des actions soit sur 4, soit sur 5. On regarde les actions extérieures quand on fait le bilan. Extérieures à notre solide, donc les actions sur notre solide. Donc en B, B de 3 sur 4, point d'application, PA, ah il y a du vocabulaire. Hein. PA, c'est le point d'application. Vocabulaire, voilà, dans le cours vous l'avez. F, E, X, T, c'est les forces extérieures. PA, c'est le point d'application. En quel point cette force est appliquée? Ben, c'est le centre de le pivot. Quand il y a une liaison pivot, ça passe toujours par son centre. Point d'application, D, c'est la direction. Direction, c'est la droite support. C'est sur quelle droite sera le vecteur. S, c'est le sens. On a la flèche ce coup-ci. Donc l'échelle ici appuie bien sur mon vérin. Elle tire pas dessus. Et I, l'intensité. Donc 2 fois Newton, 2 fois décanewton. Vous regardez ce qu'il y a dans le tableau. Intensité, là, 94 000 newtons. Donc il y a une force qu'on connaît entièrement ici. Il va y avoir une autre action en C. L'action en C, ça va être 2 sur 5. J'ai isolé 4 plus 5 et qui agit sur 5, c'est bien la pièce 2 ici. C'est 2 sur 5. Point d'application. Quand on a une liaison pivot, ça passe toujours par son centre. Puis si on l'appelait C2 sur 5, c'est pas pour rien. C'est parce que ça passe par le point C. Donc le nom des forces, on donne le nom du point d'application. Direction. Ben, c'est une liaison pivot. Normalement, sur une liaison pivot, je ne connais pas la direction. Sauf si elle est donnée. Donc là, en B, on donnait la direction. En C, elle n'est pas donnée. Donc je ne vais pas connaître. Je mets un point d'interrogation. Le sens, je m'en doute un peu. On va dire qu'on ne connaît pas. Et l'intensité, je ne connais pas non plus. Donc j'ai fait le bilan. Il y a 2 actions sur mon vérin. Il y a une action ici, en B qu'on connaît entièrement. Et une action en C dont on connaît que le point d'application. Allez, principe fondamental de la statique. On va dire que ce que j'ai isolé, 4 plus 5, mon vérin, est en équilibre, ça veut dire qu'il ne bouge pas. Si et seulement si les forces ont même intensité, donc même valeur ici, même direction, donc seront sur la même droite, et sont de sens opposé. Donc B était vers le bas, C sera vers le haut. Résolution, on va dessiner les forces extérieures sur la figure. Donc une échelle de données, 1 cm pour 5000 décanewton. Si je dessine sur ma figure, B de 3 sur 4 était vers le bas ici, je fais sa longueur. Le PFS, principe fondamental de la statique, me dit que quand on a un système à 2 forces, si j'en connais une ici, la deuxième force sera sur la même droite, aura même intensité, donc même longueur, et sens opposé. Donc celle-ci, en C, sera vers le haut. Voilà. Donc en fait, quand on a un système à 2 forces, si j'en connais une, je connais forcément l'autre.
Mais bon, on met des points d'interrogation quand même, sinon on arrête l'exercice si on connaît tout. Par contre, c'est le PFS ici, même intensité, même direction, sans s'opposer, qui vous donne le résultat. Voilà pour ce système à deux forces. Et ben, la valeur de C, on va la donner quand même, hein, même si c'est la même là, 94 000 newtons. Allez, plus dur, toujours plus loin, système soumis à 3 forces extérieures. On a un petit ballon préparateur de CS. Ouais, c'est quoi le CS? Ça, c'est dans le bâtiment, on connaît bien. Le CS de 200 litres. Et puis, rien qu'en regardant le dessin, on peut s'en douter un petit peu. On parle de litres, c'est un eau chaude sanitaire. Et suspendu à un mur grâce à une fixation mécanique dont la modélisation est fournie. Donc ici, on a mis une petite liaison pivot. C'est pareil, il y a un cours sur le schéma cinématique. Il faut maîtriser ça avant d'attaquer plus loin. Schéma cinématique. Vous pouvez trouver les vidéos dans la playlist. Donc, liaison pivot ici, en A. Et ici, contact ponctuel ou linique rectiligne. Ça dépend, mais comme on travaille dans le plan ici, on va dire que c'est un contact ponctuel. Et bien, ce ballon a une masse à vide de 91 kg. Il est déjà lourd, lui, je trouve, à vide. Et on va mettre 200 litres d'eau dedans. Allez, on va déjà calculer le poids total du ballon en ordre de fonctionnement. On va le remplir, ce ballon. Et combien ça pèse en tout? P égale mg. Donc le poids, la masse, 291 kg. Ah oui, 200 litres, c'est 200 kg, plus les 91, 291 kg quand il est rempli. Fois 10, on a un poids de 2910 newtons. Voilà pour son poids. Allez, on est toujours sur ce ballon, j'ai fait un peu de place sur ma page. On va isoler la pièce 1, le ballon. On va regarder bilan des actions extérieures 1 à 1. Donc il y a une force qui est donnée un petit peu là. La force B de 0 sur 1. En B, on avait un contact ponctuel. Quand on a un contact ponctuel, la force est forcément perpendiculaire au plan. Donc la force ici est forcément horizontale. C'est ce qui est donné ici. C'était B de 0 sur 1, c'est bien 0 qui agit sur 1. Donc là, il n'y a pas de souci. Point d'application, c'est le point B. Le sens, alors le mur ici, est-ce qu'il pousse le ballon ou est-ce qu'il tire sur le ballon? Donc, si on ne sait pas, on met un point d'interrogation. J'ai parfois des élèves qui se trompent dans les sens. Mais a priori, s'il tire sur le ballon, il va basculer autour de la pivot ici. Hop, ça serait pas bon. Donc il empêche le ballon de basculer, il va pousser sur le ballon, ça sera vers la droite. Donc là, moi j'ai mis un point d'interrogation. Si vous mettez vers la droite, là, vous avez bon. Et intensité, je sais pas trop. On va découvrir ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme action sur ce ballon? On va avoir une action, l'action, le poids. L'action P1, c'est la pièce 1, je l'appelle poids de la pièce 1, P1. Point d'application, c'est le centre de gravité, toujours au centre de gravité les poids. Direction, un poids c'est toujours vertical, c'est toujours vers le bas. Je le répète, j'ai beau le répéter, je retrouve des poids horizontaux des fois. Donc direction verticale, le sens vers le bas, et l'intensité P égale mg, on a calculé 291 décanewtons. Attention aux unités, je passe de newton à décanewton et dans l'autre sens aussi, assez fréquemment. Bon, on a fait le bilan, là il y a deux actions, deux forces. On va avoir une action ici en A. En A, c'est une liaison pivot. Donc, c'est A du mur sur 1. On a isolé 1 et c'est mis 1. Donc, c'est forcément les actions sur 1 qu'on étudie. A de 0 sur 1. Point d'application, ça va passer par le centre de la pivot. Pas de souci. Direction, quand c'est une pivot, je ne connais pas la direction. Le sens, à moins qu'elle soit donnée, cette direction. Le sens, je ne connais pas non plus. Intensité, je ne connais pas. Alors, on a fait le bilan des actions sur ce ballon d'eau chaude sanitaire. On va énoncer le PFS. C'est pas le même que pour un système à deux forces. Alors, on va dire que la pièce que l'on a isolée est en équilibre. Elle ne bouge pas. Si et seulement si les forces sont concurrentes en un point et le dynamique est fermé. Donc, les forces concurrentes en un point, ça veut dire que les trois forces vont se couper en un même point, un seul point. Et le dynamique est fermé. Le dynamique, c'est la somme de vecteurs. Somme de vecteurs fermée, ça veut dire qu'on revient au point de départ. Donc on va additionner des vecteurs et il faut revenir au point de départ de cette somme. Allez, on applique ça. Résolution.
Alors, on va commencer par utiliser une partie du PFS, force concourante en un point. Alors, qu'est-ce que je connais comme direction ici? J'en connais deux, il m'en manque une. Ça va me permettre là de découvrir celle qui me manque. Donc, j'ai une force verticale, j'ai une force horizontale. Voilà, elle se coupe en ce point-là. La troisième force, elle passe par le point A, ça je le sais. Au niveau de la pivot, ça passe par le centre de la pivot. Mon PFS me dit que les trois forces doivent se couper en un seul point. Et bien la troisième force, va falloir qu'elle passe par ce point. Voilà. On a découvert la direction qui me manquait. Maintenant, on va utiliser l'autre partie du PFS, du principe fondamental de la statique. On va faire un petit dynamique. Pour faire un dynamique, on va commencer par dessiner le vecteur qu'on connaît. P1. P1, on le connaît, 291 décanewtons vers le bas. Il n'y a pas de souci, vertical. L'échelle de force est donnée, 1 cm pour 50 décanewtons. Donc a priori, on n'est pas loin des 6 cm ici. À vous de diviser 291 par 50, vous trouverez combien de centimètres. Allez, je dessine P1 à l'échelle. Je fais une belle parallèle à ça. Je la fais vraiment à la bonne longueur. Et c'est du graphique, donc là, vaut mieux avoir un bon petit critérium. Pour les gros crayons Ikea, là, un petit critérium bien fin et faire vraiment les bonnes longueurs. On est au millimètre près, là. P1 est dessiné à l'échelle. Aux deux extrémités, je vais faire passer les parallèles des deux autres forces. Donc, je vais commencer par laquelle? Par la force A. Tiens. Ici, je prends la force A. Je sais que la force A sera cette droite-là. Je prends cette droite-là, je fais une parallèle, je la fais passer à une extrémité. J'aurais pu la mettre à l'autre extrémité. J'aurais pu mettre ici la parallèle à ce bout-là. Sauf que ma figure se serait retrouvée dans mon dessin. Donc ça n'a pas d'importance, hein, le côté sur lequel on met la parallèle. Par contre, c'est suivant votre feuille. Hein. Des fois, on sort des feuilles si je mets d'un côté, donc on met de l'autre. Donc je prends la parallèle A, je les fais passer par un bout. Maintenant je vais prendre la parallèle de la force B ici. Toc, je vais la faire passer à l'autre extrémité. Voilà. Donc le vert ici, j'aurais pu le mettre en haut, toc, et le bleu, j'aurais pu le mettre en bas. Ma figure aurait été de l'autre côté, ça changeait rien du tout. J'ai bientôt fini. Force concourante en un point, ça c'était... Dynamique fermée, donc mon dynamique somme de vecteurs. P1 ici, il va falloir revenir au point de départ. Fermé, ça veut dire qu'on vient au point de départ. Donc ma force B de 0 sur 1, ici est vers la droite. Elle part d'ici, elle arrive là. Et si je veux revenir au point de départ, la force A, hop là, et vers le haut. Elle démarre d'ici, elle va jusqu'en haut. Je n'ai plus que, voilà, un beau dynamique, fermé. Je n'ai plus qu'à mesurer les vecteurs et avec l'échelle, je peux donner leur valeur. Résultat, B de 0 sur 1, je mesure en centimètres, je multiplie par 50 et je dois trouver 160 décanewtons. A de 0 sur 1, je mesure et on devait trouver 330 décanewtons. Eh bien, c'est déjà fini. Donc un petit cours un petit peu laborieux, pas facile, mais faut y passer. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et à bientôt. À bientôt. Je suis ton père. Et que la force soit avec moi quand même. Bah, un petit peu avec moi aussi. Et que la force soit avec vous.